Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite le disque solaire et la porte des étoiles. Les civilisations anciennes du monde entier avaient beaucoup de choses en commun, mais il y avait un symbole spécifique qui était très répandu et logiquement c'était le soleil. Des Incas du Pérou aux Égyptiens du Nil, des peuples anciens de toutes les régions du monde vénéraient une forme ou une autre du soleil. Mais deux souverains en particulier ont poussé le culte du soleil à son paroxysme. Au Pérou, il y avait Pachacuti, et en Égypte, il y avait le célèbre pharaon Akhenaton qui était tellement obsédé par le soleil qu'il a essayé de créer sa propre religion. D'ailleurs, ces deux souverains avaient un autre point commun. Ils étaient tous deux connus pour posséder un trésor spécial, et dans les deux cas, c'était un disque solaire, que certains considèrent comme une coïncidence très étrange, tandis que d'autres n'y voient que le symbole le plus élémentaire du soleil, personnifié dans un objet destiné à être vénéré et à symboliser le pouvoir du soleil. Mais d'après les légendes de Pachacuti, celui-ci était en possession d'un disque solaire qui lui permettait d'activer les portails dans tout le royaume Inca, comme celui de la Puerta de Ayumarca. Apparemment, il emportait le disque solaire partout avec lui et lui adressait même des prières. Et bien évidemment, il existe énormément d'interprétations du véritable usage de cet artefact. Et l'une de ces légendes les plus intrigantes raconte que le prêtre roi, Aramon Mourou, aurait utilisé le disque solaire pour ouvrir un portail à la porte des dieux, puis il serait entré et aurait disparu. Personne ne l'aurait jamais revu depuis. Mais ce qui est vraiment fou, c'est que des légendes similaires entourent le pharaon égyptien Akhenaton qui aurait lui aussi transporté son propre disque solaire, même si il n'existe pas de récit racontant comment il l'aurait utilisé. En réalité, Pachacuti est très souvent associé à l'origine et à l'expansion du culte du soleil inca. Il a même créé la position du Huila Kumu, le grand prêtre du soleil. Sa position le plaçait au deuxième rang des personnes les plus puissantes du royaume. Et de façon très similaire, de l'autre côté du monde en Égypte, Akhenaton supprima tout le panthéon des dieux et décida d'en adorer qu'un seul, le dieu soleil, Aton. Ce qui provoqua de très grands troubles dans l'Égypte ancienne, au point qu'après sa mort, on essaya d'effacer sa mémoire, la pire des punitions dans l'Égypte ancienne. La roue antique. En 2008, un objet a été découvert au fond d'une mine de charbon près de la ville ukrainienne de Donetsk. L'objet mystérieux semblait être l'empreinte d'une roue très ancienne, comme si elle avait été laissée par une sorte de char préhistorique. Mais ce qui est vraiment déroutant, c'est que les ouvriers ont trouvé l'objet à une profondeur de près de 900 mètres. Mais comment une roue a-t-elle pu se retrouver enfouie sous 900 mètres de roche solide? Malheureusement, nous n'avons toujours pas de réponse à cette question. Des photographies de cette découverte insolite ont été prises, mais l'objet lui-même ne pouvait pas être retiré de la mine sans être complètement désintégré. Et comme il s'agissait à l'époque d'une mine en activité, les responsables n'ont pas souhaité interrompre les opérations pour lancer une véritable campagne de fouilles archéologiques. Et donc tout ce que nous avons aujourd'hui, ce sont les quelques photos de la roue logée dans la roche carbonifère qui suggèrent qu'elle pourrait avoir plus de 300 millions d'années. Tout porte à croire qu'une roue s'est enlisée dans la boue il y a très longtemps, elle a ensuite été enterrée sous la terre en mouvement, et la roue elle-même s'est désintégrée sous l'effet des processus naturels, mais son empreinte est restée là, très claire. La question est de savoir quel est son âge. La seule estimation dont on dispose, c'est que la roche carbonifère de la mine, à cette profondeur, date entre il y a 60 millions et 300 millions d'années, ce qui est complètement illogique. Et tout proche de la mine, dans une ancienne ville-forteresse médiévale dans les montagnes de Crimée, appelée Choufout-Calais, qui est en ruine d'ailleurs, elle abrite également un certain nombre d'ornières de charrettes et qui sont gravées dans la pierre. Alexandre Koltipine, géologue directeur du Centre de recherche en sciences naturelles de Moscou, a passé beaucoup de temps à visiter ces sites et à les comparer les uns aux autres à la recherche de similitudes. Il a déclaré, je cite, « J'ai vu pour la première fois des traces dans la pierre, des traces fossilisées de roues ou de véhicules de transport, généralement appelées ornières de charrettes, sur la surface d'anciennes plaines phrygiennes qui se trouvent aujourd'hui en Anatolie centrale, en Turquie. » Et toujours selon Koltipine, d'après la seule analyse de l'âge des roches volcaniques voisines, elles avaient un âge de 12 à 14 millions d'années au Miocène moyen. Mais pour en revenir à la roue, actuellement, la mine est fermée depuis 2009
et l'accès à l'objet est impossible. Les niveaux où la roue a été découverte sont aujourd'hui complètement inondés. Et avant de passer au sujet suivant, je voulais vous remercier pour tout votre soutien. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Les têtes de crocodile. Des archéologues ont découvert 9 mystérieuses têtes de crocodile dans une ancienne tombe égyptienne. La découverte a été faite par des chercheurs de l'université de Varsovie lors des dernières fouilles de la nécropole thébaine. Il s'agit d'un ancien site funéraire égyptien utilisé il y a plus de 4000 ans. L'équipe, dirigée par l'archéologue Patrick Chodzik, fouille 2 tombes spécifiques depuis 2013. L'une d'elles appartient à un homme nommé Shéti, proche conseiller du pharaon Mentuhotep II, et qui a régné sur l'Égypte entre 2055 et 2002 avant notre ère. L'autre tombe appartient à un inconnu. Mais c'est tout de même un inconnu qui semble avoir été un serviteur de la cour royale. Et entre les 2 tombes, les archéologues ont trouvé près de 9 crânes de crocodiles étonnamment conservés. Et selon Patrick, la découverte de ces crânes est très inhabituelle et la première du genre en Égypte. Et si les crocodiles momifiés ont déjà été trouvés le long du Nil, ils ont presque toujours été entièrement momifiés. Mais ces découvertes ne concernent que des crânes. Et dans la culture égyptienne ancienne, les crocodiles étaient considérés comme sacrés, liés au dieu Sobek et considérés comme les gardiens sacrés du Nil, représentant la fertilité, la force militaire et l'abondance. Les archéologues sont actuellement très perplexes quant à la signification de cette découverte. Et Patrick espère qu'avec plus de temps, son équipe pourra percer le mystère des 9 crânes de crocodile. La création des berserkers. Entre le 8e et le 11e siècle, des guerriers en particulier terrifiaient plus que toute autre chose les habitants de l'Europe de l'Ouest. Des vikings brandissant des épées et hurlant, pris d'une rage incontrôlable qui semait la terreur dans le cœur des guerriers les plus courageux. Ces hommes appelés berserkers étaient considérés comme l'incarnation même de l'esprit combatif des vikings. Ils étaient censés se présenter au combat dans une sorte d'état de transe et de rage aveugle et se battaient avec la force de 10 hommes selon les légendes. Ils semblaient également ignorer la douleur et continuaient à se battre jusqu'à leur dernier souffle. Nous savons que ces gens ont réellement existé parce que tout le monde, de la France à l'Irlande, a été terrifié par eux pendant 300 ans. Et on parle ici de guerriers bien humains, pas des créatures mi-homme mi-ours qui ont été repris par les mythes. Mais la façon dont les Vikings ont créé des guerriers aussi redoutables a longtemps été un sujet de controverse pour les historiens et les archéologues. Et la théorie principale a toujours tourné autour des champignons hallucinogènes appelés amanite tumouche ou phosorange. On pensait que ces champignons étaient consommés avant la bataille, stimulant la soif de sang du viking et le transformant en berserker. Mais aujourd'hui, Carson Feitor, chercheur dans une université slovène, a une nouvelle théorie. Carson affirme que les vikings ne mangeaient pas vraiment de champignons, mais plutôt une herbe commune connue sous le nom de jusquiam. Les champignons hallucinogènes n'ont jamais été courants en Scandinavie et les scientifiques savent aujourd'hui qu'ils ont tendance à rendre les gens plus calmes et non à en faire des combattants surnaturels. Le jusquiam serait beaucoup plus logique, justement parce que c'est un puissant narcotique qui a tendance à rendre le visage de ceux qui l'ont consommé très rouge et les rendre très agités. Cette herbe aurait été beaucoup plus efficace pour créer une frénésie de combat que les champignons magiques. Cette fleur sauvage abondante était également populaire en Scandinavie et ses graines ont été retrouvées dans des sachets enterrés aux côtés de vikings du Xe siècle. Et puis, il y a l'autre possibilité, que la plupart des scientifiques ont ignorée. Il est possible que les vikings n'aient eu besoin de rien pour devenir des berserkers, et qu'ils étaient naturellement capables d'induire un état de force et de rage extrême. Source d'énergie inexpliquée. Des astronomes pensent avoir découvert une source d'énergie unique en son genre. En cartographiant les ondes radio dans l'univers, les scientifiques ont trouvé quelque chose que personne ne pouvait expliquer et qui semble être très aléatoire. Il s'agit d'une explosion d'énergie qui se produit 3 fois par heure à intervalles très réguliers. Au départ, l'équipe a supposé qu'il pouvait s'agir d'une étoile à neutrons ou d'une naine blanche dotée d'un champ magnétique extraordinairement puissant. Et si l'étoile en explosion tournait librement dans l'espace,
L'énergie de son champ magnétique très puissant atteindrait la Terre périodiquement justement. Cette hypothèse a toutefois été écartée lorsqu'ils ont observé que la source d'énergie apparaissait et disparaissait pendant plusieurs heures. L'astrophysicienne Natasha Hurley Walker de l'université Curtin a qualifié cette découverte de choquante, car rien de tel n'avait jamais été observé dans le ciel. Elle est également très alarmante car le phénomène a été détecté à seulement 4000 années-lumière de nous, pratiquement dans notre arrière-jardin galactique, et les scientifiques ne sont pas certains de l'origine de ces bouffées d'énergie. Les théories incluent une étoile à neutrons en rotation connue sous le nom de magnétar, un objet théorique jamais observé auparavant qui pourrait faire la découverte astrophysique du siècle, ou même quelque chose d'artificiel comme des rafales d'énergie provenant d'une civilisation lointaine, qui sait. Les scientifiques surveillent de près la situation avec des télescopes braqués sur l'objet pour observer s'il émet à nouveau de l'énergie. Mohenjo-Daro. Il y a environ 4500 ans, une culture de la vallée de l'Indus, très avancée pour l'époque, a prospéré dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan. Et le rétablissement, connu sous le nom de Mohenjo-Daro, présentait de nombreuses caractéristiques architecturales très sophistiquées, notamment un système de drainage et un réseau de rues très organisé. C'était une ville prospère et l'on pense que ses habitants vénéraient une certaine forme de déesse mère. Découverte en 1911, les ruines de la ville ne laissaient aux archéologues qu'une connaissance limitée du peuple qui y vivait autrefois. Il n'y a aucune trace d'un souverain ou d'un organe central de gouvernement comme des palais ou des monuments. Mohenjo-Daro représente un défi pour les experts qui veulent comprendre ses anciens habitants. Le site ne présente pas d'indication claire sur la présence d'un dirigeant. Des éléments remarquables, comme le grand bain situé sur un monticule de terre, soulèvent des questions quant à sa fonction. S'agissait-il d'un élément décoratif où les gens l'utilisaient pour nager? Des spéculations suggèrent que cette structure aurait pu être un lieu de rencontre pour les dirigeants ou le gouvernement. En outre, elle pourrait être liée à l'hindouisme moderne, représentant une forme de culte de la rivière. Et l'aspect le plus intéressant de la ville est qu'elle semble avoir été une utopie où tout le monde était égal. Mais malgré l'absence apparente de pouvoir centralisé, la ville présente des signes de contrôle rigoureux, de normalisation et de richesse. La gloire passée de Mohenjo-Daro est évidente dans les matériaux de construction très coûteux et les artefacts fabriqués à partir de matériaux de luxe comme l'ivoire et l'or. Les habitants de la ville restent inconnus et les chercheurs doivent reconstituer leur histoire à l'aide du nombre très limité d'objets trouvés sur le site. Et parmi ces objets figurent justement des statues en or et en terre cuite représentant des jeunes filles dansant, divers animaux tels que des oiseaux, des singes et des chiens, ainsi que des sceaux portant le symbole du svastika commun aux religions indiennes telles que l'hindouisme et le jaïnisme. Et les archéologues ont été tout particulièrement stupéfaits par les sculptures réalistes de personnes, et qui ressemblaient presque à des statues grecques, sauf qu'elles ont précédé l'art grec de près de 3000 ans. Et malgré ces découvertes, l'effondrement de Mohenjo-Daro reste un mystère. La ville, autrefois prospère, s'est brusquement effondrée, ne laissant derrière elle qu'une poignée de personnes. L'énigme s'épaissit à mesure que les chercheurs tentent de comprendre pourquoi une civilisation aussi avancée a connu une fin si inattendue. La planète Celerat. Des scientifiques ont découvert un énorme objet qui aurait au moins 200 millions d'années et qui flotte dans l'espace à seulement 20 années-lumière de la Terre. Il se trouve juste à l'extérieur de notre système solaire et personne ne sait exactement de quoi il s'agit. Il a la même masse qu'une planète et semble produire une aura inexplicable alors qu'il dérive dans l'espace. Et d'après les astronomes, il s'agit d'une planète errante sans étoiles et sans système solaire. Il ressemble à un canard perdu dans l'espace, froid et sans vie, mais doté d'un champ magnétique 200 fois plus puissant que celui de Jupiter. L'objet est également 12,7 fois plus massif que Jupiter et sa température de surface atteint 1500 degrés Fahrenheit. Et l'objet a été identifié pour la toute première fois par des astronomes de l'Observatoire de la Fondation nationale des sciences au Nouveau-Mexique aux États-Unis. Melody Kao, de l'Université d'État de l'Arizona, explique que l'objet est à la limite entre une planète et une naine brune, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'une étoile ratée en quelque sorte.
Ce morceau solitaire de roche spatiale pourrait être le vestige d'un objet qui a tenté de devenir une étoile, mais qui n'y est hélas pas parvenu et qui n'a donc jamais obtenu son groupe de planètes. C'est triste. Homo bodoensis. L'une des découvertes récentes les plus choquantes sur l'évolution humaine est celle d'une nouvelle espèce d'ancêtre de l'homme. En 2021, les chercheurs ont annoncé la découverte d'un parent extrêmement ancien, l'Homo bodoensis. L'espèce vivait en Afrique il y a près de 500 000 ans, mais nous ne la connaissons que par un seul crâne trouvé en Éthiopie. L'Homo bodoensis aurait vécu à une époque très trouble de l'histoire, connue sous le nom de Pléistocène moyen. C'est à cette époque que l'Homo sapiens est apparu en Afrique et que les Néandertaliens ont fait leur apparition en Europe. Cependant, l'évolution humaine au cours de cette période est très mal comprise. Faute de preuves matérielles suffisantes pour brosser un tableau clair de la façon dont les choses se sont passées. Par exemple, l'unique spécimen d'Homo bodoensis est un morceau de crâne trouvé dans une rivière asséchée en 1976. Il a fallu près de 50 ans aux scientifiques pour trouver un nom à cette nouvelle espèce. Les scientifiques de l'université de Winnipeg tentent désormais d'utiliser Homo bodoensis comme terme générique pour toutes les espèces humaines de la même époque vivant en Afrique. Cependant, tous les scientifiques ne sont pas vraiment d'accord. D'autres, comme le chercheur britannique Chris Stringer, pensent que de nombreuses espèces humaines différentes vivaient en Afrique et affirment qu'elles ne peuvent pas toutes être regroupées dans une seule catégorie. Et même avec toute la science moderne, l'évolution humaine reste largement inexpliquée. Signaux extraterrestres. Les astronomes à la recherche désespérée d'une vie au-delà de la Terre ont fait une découverte plutôt inhabituelle le 18 décembre 2020. Un signal radio inexpliqué a été émis à proximité de l'étoile Proxima Centauri. Et bien que les scientifiques affirment qu'il ne s'agit probablement pas d'un message extraterrestre, ils ne peuvent pas exclure complètement cette possibilité. Proxima Centauri est l'étoile la plus proche de notre Soleil. Elle se trouve à environ seulement 4,2 années-lumière et possède sa propre paire de planètes. Et les scientifiques pensent même que l'une de ces planètes est suffisamment tempérée pour abriter un jour la vie. Mais pour autant que l'on sache, la planète n'abrite pas et n'a jamais abrité de vie complexe. La découverte du signal radio est due à des recherches de l'Observatoire Parkes d'Australie. Ils ont baptisé le signal BLC1 et affirment qu'il s'agit de la chose la plus excitante qu'ils aient jamais détectée au cours de leurs recherches d'extraterrestres. Seth Shostak de l'Institut SETI a déclaré que si le signal radio provenait réellement d'une civilisation avancée située dans le système stellaire voisin du nôtre, la vie sur Terre en serait changée à jamais. Cela signifierait que la Voie lactée elle-même regorge de civilisations capables de communiquer. Mais cela signifierait aussi qu'aucune de ces civilisations n'a encore trouvé le moyen de contacter ses voisines. Le tigre de Tasmanie. Les rapports d'observation du tigre de Tasmanie affluent par milliers. Ce prédateur emblématique pourrait-il encore rôder dans l'ombre des vastes étendues sauvages? Sur l'île de Tasmanie, les habitants continuent de voir une créature censée être éteinte, et ce, aussi récemment que cette année. Durant l'été, des Australiens, armés de caméras de très mauvaise qualité, il faut le dire, ont capturé des images assez floues de ce qu'ils croient être une bête disparue. Ce mammifère, communément appelé tigre de Tasmanie, porte aussi le nom scientifique de thylacine. Et contrairement aux légendes de Bigfoot, l'existence du tigre de Tasmanie ne fait aucun doute. On pouvait en voir dans les eaux et il existe de nombreuses photographies montrant ses caractéristiques uniques. Il existe même une très courte vidéo filmée au début du XXe siècle montrant un thylacine marchant nerveusement dans un enclos, avec son pelage rayé brillant sous le soleil. Et à l'état sauvage, le tigre de Tasmanie parcourait les forêts de Nouvelle-Zélande. Ce marsupial prédateur unique en son genre était techniquement plus proche du loup que du tigre. Il partageait également des liens avec d'autres marsupiaux comme les kangourous, les koalas, les wombats et les opossums. Et le thylacine pesait environ 25 kg et était un carnivore féroce. C'est précisément pour cette raison que les fermiers tasmaniens l'ont traqué, un peu à l'image des loups dans l'Ouest américain au début du XXe siècle. Les loups décimaient les troupeaux de moutons et les chasseurs recevaient des primes en échange des carcasses de loups, et c'est exactement ce qui se passait en Tasmanie avec les thylacines. Et dans les années 30, la population de cet animal avait chuté à un seul représentant de l'espèce. Et en 1936,
un dernier tigre de Tasmanie, enfermé dans une cage aux eaux de Hobart-Beaumaris, mourut, marquant la fin de l'espèce. Cependant, tout espoir n'est pas tout à fait perdu. Bien que l'espèce ait été déclarée éteinte en 1886, après 50 années sans observation confirmée, de nombreux témoignages continuent d'émerger. L'un des hommes qui travaille sans relâche à la traque de cette bête, et je dis traque dans le meilleur sens du terme, est un certain Adrian Richardson, un ancien militaire qui consacre depuis 30 ans sa vie à prouver que le tigre de Tasmanie est toujours vivant. Il prétend même en avoir vu de ses propres yeux, ou plutôt, il les aurait entendus. Selon lui, le 28 janvier 2017, vers 12h45, il aurait entendu un hurlement semblable à celui d'un loup distinctif dans l'outback tasmanien. Et juste à la fin du premier hurlement, un deuxième lui aurait répondu de l'autre côté de la jungle. Ce cri, suivi d'un autre venant de l'autre côté de la forêt, le convainc que des tigres de Tasmanie communiquaient entre eux. L'histoire peut sembler peu crédible de la part d'un homme qui consacre sa vie à prouver que ces bêtes existent toujours, mais c'est loin d'être le seul témoignage de ce genre qui existe. En réalité, des témoignages pareils, il y en a plein en Tasmanie. Il existe même des photos, bien qu'aucune d'entre elles ne soit vraiment claire. Mais selon plusieurs observations, ces preuves seraient à minima encourageantes. Les paresseux géants. Les paresseux arboricoles sont parmi les créatures les plus adorables que l'on puisse voir aujourd'hui. On dirait de petites peluches avec leurs longs bras poilus et leurs grandes griffes noires. Cependant, vous ne voudriez pas vraiment câliner un paresseux terrestre géant disparu, également connu sous le nom de Megatherium. Ces créatures étaient bien plus grandes, bien plus effrayantes et probablement beaucoup plus agressives que les paresseux arboricoles modernes. Nos paresseux amicaux d'aujourd'hui peuvent mesurer environ 1 mètre de long et peser environ 5 kg, alors que le Megatherium était 10 fois plus grand. Le Megatherium pouvait peser jusqu'à 4 tonnes et avait un corps lent de 3,70 m et une queue très épaisse. C'était une créature si massive qu'elle marchait sur les côtés de ses pieds, probablement parce que ses griffes mesuraient 18 cm de long, ce qui rendait la marche normale presque impossible. Il creusait d'énormes tunnels assez grands pour qu'un homme adulte puisse s'y tenir debout sans problème. Et pendant l'époque du Miocène, un ancêtre du paresseux géant, le Pro-Megatherium, avait à peu près la taille d'un rhinocéros. Le Megatherium a évolué pour atteindre une taille comparable à celle d'un éléphant d'Afrique avant de s'éteindre il y a environ 8000 ans. Cela signifie qu'il aurait pu se battre de manière épique contre un mammouth. D'ailleurs, selon vous, qui aurait gagné ces combats? Faites vos paris dans les commentaires. Et en parlant de bataille, les humains anciens combattaient également ces énormes créatures. En 2017, des scientifiques ont découvert pas moins d'une centaine d'empreintes fossilisées dans les White Sands du Nouveau-Mexique. Ces empreintes laissées par un humain et un Megatherium montrent une lutte à mort. Les chercheurs pensent que le Megatherium figurait au menu des premiers humains avant son extinction. Les premiers hommes des Amériques ont cohabité avec cette gigantesque créature jusqu'à son extinction il y a environ 12 000 ans, ou pas. Profondément dans les jungles d'Amérique du Sud pourraient se cacher les derniers creuseurs de tunnels survivants de l'ère glaciaire. Depuis des siècles, les tribus de la forêt amazonienne ont observé d'énormes bêtes errant dans la jungle et parlent d'une créature gigantesque que l'on sent avant de la voir. Elle est grande, poilue, et ce n'est pas quelque chose que vous voudriez rencontrer dans l'obscurité. Les habitants de l'Amazonie l'appellent le Mapinguari, une créature ressemblant à s'y méprendre à un paresseux géant, mesurant plus de 2 mètres de haut avec de grandes griffes acérées. Et les descriptions, ainsi que les dessins de ceux qui prétendent avoir vu le Mapinguari ressemblent étrangement au Megatherium. Et quand on se réfère à la tradition orale et aux descriptions des tribus natives, on se rend compte que le Mapinguari est un Megatherium à la seule différence qu'il a un seul œil. Se pourrait-ce que la légende du Mapinguari soit un héritage des premières tribus qui ont vu le Megatherium il y a déjà 8000 ans et que la légende se soit perpétuée jusqu'à nos jours. Le tigre de Java. En 2019, l'écologiste Ripi Anwar Fajar célébrait la fête de l'indépendance de l'Indonésie avec 4 amis lorsqu'ils ont rencontré un gigantesque félin. Ce n'est pas le genre de choses qui arrive à la plupart des gens dans le monde pour leur fête nationale. À vrai dire, cela n'arrive pas non plus très souvent dans l'ouest de Java. Le félin rencontré par Ripi et ses amis était censé être éteint. Après cette brève rencontre, où heureusement personne n'a été dévoré, Ripi a contacté un collègue professionnel. Son collègue, Kali, travaillait pour l'Agence nationale de recherche et d'innovation. Ripi affirmait avoir vu un tigre de Java, une sous-espèce de tigre supposée éteinte depuis les années 80. Et 10 jours plus tard à peine,
Kali a enquêté sur le site où Ripi avait vu le félin rayé. En explorant les environs, Kali a trouvé un seul poil accroché à une clôture. Il a également relevé des empreintes de pattes, mesuré quelques marques de griffes et collecté toutes les données possibles. Kali a même envoyé l'échantillon de poils à une agence de conservation située dans l'ouest de Java pour analyse. Les résultats sont revenus du laboratoire peu après et Kali a été stupéfait. L'échantillon de poils montrait 97,8% de similitude avec le tigre de Java. Les scientifiques de l'agence de conservation ont comparé l'échantillon envoyé par Kali à un poil prélevé sur un spécimen collecté en 1930. Cependant, le poil montrait également 97,06% de similitude avec le tigre de Sumatra et 96,87% de similitude avec le tigre du Bengale. Il est donc impossible de confirmer que la bête vue par Ripi était le tigre de Java disparu, bien que ce soit le résultat le plus proche. Et vous vous demandez peut-être quelles sont les grandes différences entre ces différents tigres. Ce sont tous de grands félins certes, mais chacun d'eux est unique. Dans le cadre du tigre de Java, il était l'une des 3 sous-espèces originellement présentes en Indonésie. Aujourd'hui, une seule sous-espèce subsiste, le tigre de Sumatra. Et en 2008, le tigre de Bali a été officiellement déclaré éteint. Java, une île d'environ 132 000 km², soit à peu près la surface de toute la Grèce quand même, abrite plus de 150 millions de personnes. L'explosion démographique à l'ère moderne a conduit à l'extinction des tigres de Bali et de Java. Et désormais, il ne reste que le tigre de Sumatra qui pourrait lui aussi disparaître à tout moment tant qu'il en reste peu dans la nature. Et au fil des années, des locaux ont rapporté des observations supposées de tigres de Java. En 2017, une observation devenue virale a fait grand bruit. Cependant, cette dernière a été discréditée lorsqu'il s'est avéré qu'il s'agissait d'un léopard de Java et non d'un tigre de Java. Le grunge. Dans les sombres marécages de la Nouvelle-Orléans, une créature légendaire rôde, connue sous le nom du monstre de Grunge Road ou simplement le grunge. Bien que ce soit une créature légendaire, elle a un lien avec la France, Napoléon et même le vaudou. Ouais, ça ne fait aucun sens mais attendez, vous allez tout comprendre. Et puisqu'on est en période de Noël, ne le confondez pas avec le Grinch. Les seules similitudes avec le Grinch, c'est qu'ils sont un peu verts, désagréables, que je ne voudrais même pas les toucher avec une perche de 12 mètres. Mais selon les légendes locales, le grunge s'était installé le long d'un tronçon isolé de Shell Road, une route qui a fini par être appelée Grunge Road. Et bien que l'emplacement exact de cette sinistre avenue a été perdu au fil du temps, la plupart des récits situent cette route quelque part à l'est de la Nouvelle-Orléans, dans une zone aujourd'hui connue sous le nom de Little Woods. C'est là, le long de courbes serpentines envahies par la végétation de Grunge Road, que la créature aurait attendu les voyageurs imprudents, assez fous pour pénétrer dans son domaine. Le grunge n'était pas un simple prédateur sans esprit. Ceux qui ont rencontré la bête et survécu pour raconter leur histoire ont décrit une intelligence qui se cachait derrière ses yeux flamboyants. Une sorte de ruse presque humaine qui le différenciait de tout autre animal. On disait aussi que le grunge pouvait ouvrir les portes, utiliser des outils et même imiter la voix humaine pour attirer ses victimes à leur perte. Et une fois qu'il avait sa proie en vue, la véritable horreur commençait. Le grunge était connu pour drainer le sang de ses victimes par une seule et unique perforation presque chirurgicale. Et comme vous le savez peut-être déjà, la Nouvelle-Orléans a été découverte par la Compagnie française du Mississippi en août 1718. Elle a été nommée en l'honneur d'un duc français, Philippe II, duc d'Orléans justement. Mais pourquoi parler d'histoire à un moment pareil? Ne vous inquiétez pas, tout est lié. Pour faire court, la Nouvelle-Orléans a été cédée à l'Empire espagnol en 1763. Elle est restée sous contrôle espagnol jusqu'en 1801 lorsque les Français l'ont reprise. Et en 1803, Napoléon Bonaparte a vendu la Nouvelle-Orléans aux États-Unis dans ce qui est désormais connu sous le nom de la vente de la Louisiane. Et dès le début du 19e siècle, la Nouvelle-Orléans a prospéré avec une explosion démographique due à un afflux massif venant de France métropolitaine, mais aussi des colonies françaises de l'époque, et d'un grand nombre d'esclaves envoyés pour cultiver les vastes plantations autour des villes. C'est au cours de cette période d'expansion que les premiers récits sur le grunge sont apparus, aussi appelé le vampire de Farbour-Marigny, cette créature horrifique, un mélange entre un reptile et un chupacabra, terrorisait tous ceux qui la croisaient. Il rôdait dans les marais reculés et les marécages poisseux autour de la Nouvelle-Orléans. Et contrairement aux autres animaux, il est possible que le grunge ait été une création vaudou. Cette bête terrifiante pourrait avoir été engendrée par la magie,
puisque la Nouvelle-Orléans était l'un des principaux centres de la traite d'esclaves américaine et la rivière Mississippi était littéralement une autoroute embouteillée par des navires à voile et à vapeur transportant les gens et les marchandises. C'est dans ce contexte que le vaudou s'est énormément répandu dans la région. Une histoire raconte que la célèbre reine vaudou, Marie Laveau, aurait castré un bébé démon et lorsque les parties du corps du démon auraient touché le sol, il se serait transformé en un grunge mâle et un grunge femelle. Quelle histoire! Ces créatures auraient mordu la reine vaudou avant de s'enfuir et de se reproduire dans les marais de puits. Et le grunge aurait de longues cornes, une peau écailleuse, des piquants sur le dos et mesurait environ 1,20 m de hauteur. Il serait un mélange entre un chupacabra, un reptile, un porc-épic et un singe. On raconte aussi qu'il hurle comme un loup, rugit comme un lynx ou bien crie comme un singe. Tout ceci en laissant une très forte odeur derrière lui. Vous l'avez compris, cette créature est issue purement de l'imagination des gens, mais elle est en réalité le reflet d'une époque, une conjoncture particulière qui a vu le mélange de plusieurs personnes venues de plusieurs endroits sous de très différentes conditions sociales et qui a donné cette légende très particulière. Le fantôme noir. Dans les plaines sauvages du Kenya, un fantôme du passé a été réveillé. Pendant plus d'un siècle, une créature de légende, un rôdeur nocturne, avait été considéré comme disparu. Mais désormais, une caméra à déclenchement automatique a capturé ce fantôme insaisissable, bel et bien vivant. Tout le monde pensait que le majestueux léopard noir africain avait disparu comme le tigre de Tasmanie. Le photographe animalier britannique Will Barrett Lucas a réussi à prendre des photos du félin en janvier 2019. Il a installé ses caméras automatiques dans le camp reculé de Laikipia Wilderness et les a équipées d'un éclairage studio spécialisé et les a positionnés aux meilleurs endroits possibles pour potentiellement percevoir un léopard. Ensuite, il a fallu attendre très longtemps, des semaines, voire des mois. Mais au final, cela en valait absolument la peine. Le léopard noir nocturne est passé juste devant les caméras, tel un fantôme. Will n'en croyait pas sa chance, et comme mentionné précédemment, personne n'avait vu de léopard noir depuis près d'un siècle. Son pelage noir brillant semble se fondre parfaitement dans l'obscurité, lui donnant une apparence presque surnaturelle. Les léopards noirs, également connus sous le nom de panthère noire, possèdent une mutation génétique spéciale opposée à l'albinisme, appelée mélanisme, qui rend leur pelage entièrement noir. Cependant, ils restent bel et bien des léopards et leurs taches sont donc par conséquent toujours visibles sous un certain éclairage. Les caméras infrarouges utilisées par Will ont permis de distinguer vaguement des taches noires du félin dans l'obscurité. Bien qu'il n'ait pas capté de vidéo, chaque photo parle d'elle-même. Et depuis, des chercheurs du zoo de San Diego, comme Nicholas Pilfold, ont installé des caméras vidéo automatiques à proximité de l'endroit où le léopard a été repéré. Ils espèrent capturer une vidéo complète du léopard noir et découvrir combien de représentants de cette espèce sont encore en vie. D'ailleurs, il raconte sa quête passionnante d'en capturer un dans son livre The Black Leopard. L'homme-chèvre. L'homme-chèvre est-il réel? Il est temps de se pencher sur quelque chose d'un peu moins majestueux et d'un peu plus démoniaque. Si l'on en croit la légende américaine, une créature effrayante se cacherait dans les bois du Maryland. Cette créature, mi-homme, mi-chèvre, est simplement appelée le Goatman ou l'homme-chèvre. L'homme-chèvre ressemblerait plutôt à un monstre tiré d'un nanar d'horreur. Mais cette légende urbaine pourrait contenir plus de vérités troublantes qu'on le pense. Les histoires autour de l'homme-chèvre seraient apparues dans les années 30 dans le comté de Prince George. Les animaux de compagnie des habitants commençaient à disparaître ou à être dévorés. Et après une série d'incidents malheureux impliquant des chiens, les locaux ont été convaincus qu'une créature féroce et affamée rôdait dans les environs. On commença à parler d'un être aperçu dans la forêt, une créature au visage humain mais au corps entièrement recouvert de poils. Cette chose avait des sabots et ressemblait au faune, mi-homme, mi-chèvre de la mythologie grecque. Ainsi naquit le mythe du Goatman ou de l'homme-chèvre. Une rumeur racontait même que la créature vivait dans un abri de fortune près de caravanes abandonnées. Et peu importe ce que les gens pensaient de cette histoire, elle a effrayé énormément de monde. La nouvelle circula que l'homme-chèvre ne se contentait pas de tuer des animaux de compagnie, mais qu'il s'attaquait aussi à tout ce qu'il pouvait attraper. L'histoire prit une tournure encore plus fantastique. Une théorie prétendait que l'homme-chèvre était en réalité un scientifique nommé Dr Stephen Fletcher, travaillant au centre de recherche agricole de Beltsville. Une expérience aurait mal tourné, transformant le scientifique en une créature hybride qui attaquait les gens.
Mais cette version de l'histoire rappelle étrangement le film La Mouche, mais en réalité, qui sait quel type d'expérience folle pourrait être menée dans des centres de recherche secrets à travers les États-Unis. Peut-être que des chercheurs ont réellement créé une monstruosité hybride qui vivrait encore dans les forêts du Maryland, se nourrissant d'animaux volés. Ou peut-être pas. Pour l'instant, cette légende est aussi crédible que celle de Bigfoot. Par contre, elle a bel et bien terrifié les habitants du Maryland, surtout dans les années 70, et a donné bien du fil à retordre aux autorités locales, puisque la police recevait des milliers d'appels et de signalements parlant du Goatman. Cloner un mammouth. Le professeur en génétique de l'université de Harvard, George Church, est l'un des principaux spécialistes du séquençage du génome et de l'épissage des gènes. Le Dr Church espère que d'ici quelques années, il sera en mesure de cloner l'ADN d'un mammouth afin que le mammouth laineux, aujourd'hui disparu, puisse remarcher dans la toundra arctique. Une fois de plus, la société avec laquelle il travaille, Colossal, affirme qu'elle travaille actuellement à la réintroduction d'espèces disparues, principalement le mammouth laineux. Colossal pense pouvoir créer un hybride en utilisant des outils de manipulation génétique pour combiner l'ADN de restes de mammouths retrouvés dans la toundra sibérienne avec l'ADN d'un éléphant d'Asie. L'éléphant d'Asie est le parent vivant le plus proche du mammouth et la progéniture ainsi créée serait connue sous le nom de mammophant. Il serait physiquement né en utilisant l'éléphant d'Asie comme mère porteuse, mais aurait l'apparence et le comportement d'un mammouth laineux. Le mammouth laineux est l'une des bêtes préhistoriques les plus récentes qui se soient éteintes. Certains chercheurs affirment que de petites populations vivaient en Sibérie jusqu'à environ 1700 avant Jésus-Christ. Les plus grandes de ces créatures mesuraient plus de 3 mètres à l'épaule et pesaient plus de 15 tonnes. Et ce qui est également intéressant avec les mammouths, c'est qu'ils entretenaient le permafrost. Une partie de leur comportement consistait à racler les couches de neige afin que l'air froid puisse pénétrer dans le sol. Ils constituaient un élément clé dans l'écosystème, mais se sont éteints, probablement en raison d'un changement climatique et d'une chasse intensive par l'homme. Mais d'un autre côté, la démarche suscite énormément de polémiques, pointant du doigt le gaspillage déraisonné d'argent, les menaces potentielles pour la biodiversité, sans parler du risque de consanguinité ainsi que le faible taux de survie des animaux de captivité une fois relâchés dans la nature. Mais à votre avis, est-ce que le fait de ressusciter des animaux disparus est-il une bonne chose ou n'est-ce qu'une autre lubie narcissique des hommes? Dites-le moi en commentaire. Le véritable Indiana Jones. Indiana Jones, ou le Dr Henry Walton Jones Jr., comme on l'appelle dans la franchise cinématographique, est librement inspiré de la vie d'un véritable paléontologue et explorateur, Roy Chapman Andrews. Né le 26 janvier 1884 dans le Wisconsin, Andrews s'est montré très doué dès son plus jeune âge. Il explore les forêts locales, perfectionne ses talents de tireur et apprend la taxidermie en autodidacte. Et avec de maigres moyens financiers, il fréquente le Beloit College, puis trouve un emploi au Musée américain d'histoire naturelle, d'abord comme concierge. Et au début des années 1900, et en l'absence de poste scientifique, Andrews accepte le rôle de concierge pour être au musée malgré son diplôme. Et plus tard, il obtient un Master of Arts à l'Université de Columbia. Sa première expédition, en 1907, consistait à récupérer un squelette de baleine sur le rivage de Long Island pour l'exposer au musée. Et ce n'était pas une grande expédition, mais il fallait bien commencer quelque part. Et par la suite, Andrews s'est lancé dans des explorations mondiales, visitant des endroits comme l'Indonésie et le Japon, où il a collecté des spécimens d'animaux très rares. Et en 1916, Andrews dirige une équipe en Asie centrale à la recherche de fossiles des premiers ancêtres de l'homme, dans une région très instable, en proie à la guerre civile, aux bandits, aux tempêtes de sable, aux serpents venimeux et aux blizzards. Et au milieu de l'adversité, et alors qu'il est brièvement perdu dans le désert de Gobi, il a découvert par hasard un lit de fossiles mettant au jour de nouveaux dinosaures et des oiseaux disparus. Mais parmi toutes ces découvertes grandioses, aucune ne fut plus importante que celle d'un fossile de Vélociraptor. Et plus tard, en 1934,
Andrews est devenu le directeur de l'American Museum of Natural History, mais l'excitation des expéditions lui manquait énormément. Il renonce alors à ce poste très prestigieux pour devenir directeur honoraire, ce qui lui permettra de poursuivre ses voyages. Et pour ceux qui se posent la question, il voyageait bel et bien avec un revolver et un fedora comme Indiana Jones, mais pas de fouet malheureusement. Roy Chapman Andrews est décédé d'une insuffisance cardiaque le 11 mars 1960, laissant un héritage mêlé d'exploits et d'aventures. Et bien que George Lucas n'ait jamais explicitement cité Andrews comme source d'inspiration d'Indiana Jones, il s'agissait plutôt d'une association indirecte, les scénaristes s'inspirant de plusieurs aventuriers, mais pour la plupart des experts, les échos entre la vie d'Andrews et celle de l'explorateur légendaire des films sont indéniables. Le Grand Farini. En 1885, le Grand Farini, un personnage aussi bizarre que particulier, se revendique comme étant le premier homme blanc à traverser à pied le désert du Kalahari. Il affirme même avoir découvert les vestiges d'une civilisation perdue jusqu'alors inconnue. Le désert du Kalahari est l'un des plus grands déserts, mais surtout l'un des plus arides au monde et d'Afrique. Mais l'immensité de cette vaste étendue qui traverse le Botswana, l'Afrique du Sud et la Namibie font qu'il est très peu exploré, ce qui laisse la place pour des ruines potentielles non découvertes et d'autres trouvailles potentiellement révolutionnaires. Né William Leonard Hunt en 1838 au Canada, Farini s'est fait connaître en 1860 aux chutes du Niagara en tant qu'acrobate sur fil. Il s'installe ensuite en Europe en 1866, s'associant avec son fils adoptif Samuel Westgate sous le nom de scène El Niño Farini. Et c'est à Londres qu'El Niño deviendra l'un des acrobates et trapézistes les plus célèbres d'Europe. Le duo connu sous le nom de Flying Wonders, Merveille volante, a présenté El Niño sous le nom d'une acrobate féminine nommée Lulu Farini afin d'attirer l'attention du grand public plus enclin à apprécier les femmes acrobates. Ils ont captivé le public pendant près de 10 ans avant qu'un accident ne révèle la véritable identité d'El Niño. Et en 1885, Farini et El Niño se sont lancés dans une expédition à travers le désert du Kalahari, et ce, en documentant leur voyage par la photographie et les croquis. C'était un exploit pionnier, car ils étaient les premiers à explorer le désert tout en documentant leur voyage, et ils ont pris des photos très étonnantes de la nature locale, aux peuples autochtones et en visitant des lieux légendaires comme les mines de diamants de Kimberley. Mais à leur retour, ils ont affirmé avoir découvert une civilisation perdue. Ils ont décrit des ruines émergeant des sables du désert, suggérant l'existence d'une société dominante de l'Antiquité. Cependant, les expéditions suivantes n'ont jamais réussi à redécouvrir ces ruines. Et en 1964, le professeur A.J. Clement, retraçant le parcours de Farini, a rencontré des formations rocheuses naturelles qui lui ont semblé être des structures artificielles. Ces roches très étranges ont amené le professeur à penser que Farini n'avait jamais découvert de cité perdue. Il pensait que ce que Farini avait trouvé, c'était des roches qui ressemblaient à des ruines, mais qui n'étaient rien de plus que des roches. Et le voyage de Farini reste un très grand mystère aujourd'hui, ainsi que la supposée ville qui n'a jamais été revue et qui est désormais connue sous le nom de ville perdue du Kalahari. Il décédera dans sa ville natale de Port Hope, en Ontario, en janvier 1929, à l'âge de 91 ans. Le fantôme du désert. En 1848, le scientifique allemand Ludwig Leichhardt disparaît dans le désert australien. Il était accompagné de 7 hommes, de 20 mules, de 7 chevaux et d'un important matériel scientifique, mais on ne le reverra jamais. Et à ce jour, personne ne sait ce qu'il est advenu de lui. Ludwig a étudié la philosophie, les sciences naturelles et les langues en Allemagne au début du 19e siècle. Il était obsédé par les aborigènes d'Australie et les paysages accidentés du continent. Et dans ses notes, actuellement conservées à la bibliothèque Mitchell de Sydney, on peut voir à quel point il avait méticuleusement documenté le paysage, la végétation ainsi que les gens. Et c'est en 1842 que Ludwig arriva d'Europe en Australie et en l'espace de 4 ans seulement, il devint l'explorateur le plus célèbre du continent. Il a voyagé par voie terrestre depuis la côte orientale jusqu'au nord de l'Australie.
Il s'agissait d'un voyage extrêmement difficile qui a duré près de 18 mois et a parcouru pas moins de 5000 kilomètres. Et personne ne pensait qu'il survivrait. En fait, lorsque lui et son groupe sont arrivés à Sydney en 1846, il avait déjà été déclaré mort. Et lorsque Ludwig est revenu vivant, il est devenu le prince des explorateurs, célébré par tous les scientifiques du pays. Et 2 années plus tard seulement, il souhaitera entreprendre un voyage encore plus grandiose. Et à l'époque, les Européens construisaient déjà des villes le long des côtes australiennes, mais le centre du continent était totalement inconnu. Il y avait un trou noir au milieu de l'Australie que les Européens n'avaient jamais vu, et ont appris que les sociétés géographiques de Londres et de Paris lui avaient décerné des médailles d'or pour son exploration. Ludwig est déterminé à percer enfin l'inconnu. Il veut voir ce qu'il y a au milieu du continent. Il veut être reconnu comme le premier à avoir survécu au voyage. Mais au final, une seule relique hélas de cette expédition sera découverte. Une plaque de laiton portant son nom. Cette plaque faisait partie du fusil de Ludwig lorsqu'il est parti pour le voyage en 1848. Il a été vu pour la dernière fois le 3 avril de cette année-là à la station Macpherson sur le Darling Downs, mais ce qui s'est passé ensuite n'est que spéculation. Et l'archéologue Darry Lewis a récemment publié un livre sur la disparition de Leichhardt. Il est même allé chercher des preuves dans le désert australien à l'aide de véhicules tout-terrain et d'un hélicoptère. Il n'a jamais retrouvé de squelette, mais il a appris une rumeur très inhabituelle. 20 ans après la disparition de Ludwig, de nouveaux explorateurs de la région auraient vu un vieil homme caucasien aux longs cheveux blancs et à la barbe hirsute. Il vivait dans l'arrière-pays avec des aborigènes. Et il n'a jamais été confirmé que cet homme était Ludwig, mais c'est une possibilité. Il se peut qu'il ait rencontré un groupe d'indigènes au fin fond des terres désolées et qu'il ait décidé de ne jamais les quitter. Mais ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres. D'autres ont supposé qu'il avait été assassiné avec son groupe ou qu'il y avait eu une mutinerie et qu'il avait été abandonné aux éléments. Lui et son équipe auraient pu se noyer ou mourir de faim. Et certains pensent même que Ludwig a été dévoré par un requin dans le golfe de Carpenter. Et la plaque métallique portant son nom a été retrouvée en 1900 par un aborigène. Elle était encore attachée à son fusil, qui était coincé dans le creux d'un arbre. C'est d'ailleurs le seul vague indice sur ce qui est réellement arrivé au célèbre explorateur. Tour du monde au féminin. Jeanne Barré a été l'une des premières femmes aventurières de l'ère de l'exploration à la fin du XVIIIe siècle. À l'époque, la France tentait d'étendre son économie, finançant des centaines d'expéditions pour dominer la plus grande partie possible du globe. Jeanne a participé à la première circumnavigation française de la planète entre 1766 et 1769. Elle s'est jointe au voyage pour aider Philibert Commerson à étudier les nouvelles plantes découvertes dans les terres inexplorées. C'est l'assistante naturaliste qui est devenue la première femme à faire le tour du monde. Jeanne n'était pas seulement une assistante, c'était aussi une brillante scientifique. Née le 27 juillet 1740 dans une famille extrêmement pauvre, son père était un simple ouvrier. Jeanne grandit dans l'agriculture et les récoltes, et c'est là qu'elle apprend à connaître les plantes. Elle n'a jamais reçu d'éducation formelle, mais elle deviendra une herboriste locale qui en savait plus que la plupart des gens sur la médecine botanique. Et lorsqu'elle est arrivée au service de Philibert Commerson, en tant que femme de ménage, elle a trouvé chaussure à son pied. Philibert est un scientifique qui étudie la médecine, la botanique et l'histoire naturelle. Et il s'installe dans la région rurale de Jeanne pour collecter et étudier des échantillons de plantes. Il se lie d'amitié et Jeanne accepte de l'aider à la maison. Mais cependant, leur relation deviendra plus romantique après la mort de la femme de Philibert en 1762. Et en l'espace d'une année seulement, Jeanne a déjà donné naissance à l'enfant de Philibert hors mariage. Mais en raison de leur situation matrimoniale, l'enfant sera donné en adoption. Et le couple s'installera par la suite à Paris où Jeanne continue de travailler comme gouvernante et infirmière. Et en 1765, l'amiral français Louis-Antoine de Bougainville reçoit l'ordre de découvrir de nouveaux territoires et Philibert est invité à se joindre à l'expédition en tant que botaniste. Il accepte,
mais insiste pour que Jeanne le rejoigne en tant qu'assistante. Il s'agit d'ailleurs d'un événement très majeur car la marine française n'autorise pas les femmes à bord des navires. Pourtant, Philibert n'a pas voulu laisser Jeanne derrière lui, ce qui montre à quel point leur relation était devenue très forte, ou bien il ne voulait pas passer 3 ans seul, entouré d'hommes. Jeanne est obligée de s'habiller en garçon et de se déguiser à bord, et ils partent avec 2 navires, la Boudeuse et l'Étoile. Et de la France, ils se rendent en Amérique du Sud. Et en Uruguay, le botaniste recueille des échantillons de plantes très intéressants. Et lorsque Philibert tombe gravement malade au cours de leur excursion à terre, Jeanne doit reprendre sa part du travail. C'est ainsi que lors de l'escale au Brésil, c'est Jeanne qui découvrira une nouvelle variété de lianes fleuries qu'ils appelleront Bougainvillea. Ça vous dit quelque chose? L'expédition atteint Tahiti en 1767 et c'est là que la véritable identité de Jeanne est découverte par l'équipage. Et les choses tournent très mal. L'équipage est furieux qu'une femme soit à bord et Jeanne descend du bateau pour faire des recherches et est violemment attaquée. Lorsque le bateau s'arrête en 1768 pour se réapprovisionner à l'île Maurice, Jeanne refuse de remonter à bord. En fait, elle et Philibert sont restés à l'île Maurice jusqu'à la mort de Philibert en 1773. Peu après, Jeanne épouse un soldat français nommé Jean du Bernat. Et une fois rentrée en France, au début de l'année 1775, le premier tour du monde féminin est achevé. Marco Polo. Marco Polo reste l'un des plus grands aventuriers de tous les temps. Marchand vénitien, originaire d'Italie, il s'est rendu en Chine à la fin du XIIIe siècle et a décrit ses propres aventures dans son livre du mieux qu'il le pouvait. Il a décrit en grand détail les 17 années qu'il a passées à la cour de Kubilai Khan, le petit-fils de Gengis Khan, premier empereur de Chine de la dynastie Yuan. Et Marco Polo a d'ailleurs été le premier à rapporter une vision de l'Asie à l'Europe. Il s'est rendu en Chine et a rencontré les chefs des Mongols en 1275. Il n'était pas seul et il était accompagné de son père et de son oncle. Marco Polo n'avait que 17 ans lorsque son expédition a commencé en 1271. Et avec son père, Niccolo Polo, et son oncle, Matteo ou Maffeo Polo, il est parti avec un bon groupe de missionnaires. Mais ceux-ci ont rebroussé chemin en Arménie lorsque le voyage a commencé à devenir difficile. Les 3 Polos en revanche poursuivirent leur voyage par voie terrestre, en empruntant les chemins de la route de la soie. Et ils traversent les terres de Perse, dominées par les empires de Samarcande et du Turkestan. Mais le voyage est extrêmement rude. Ils ne dorment pas, tombent malades et les bandits sont omniprésents. Il leur a fallu 3 ans et demi de marche pour atteindre la capitale mongole de Chengdu. Et lorsqu'ils y parvinrent, Kubilai Khan s'intéressa tellement aux courageux explorateurs qu'il les accueillit généreusement à sa cour. Kubilai Khan était le souverain de toute la Chine et pas seulement le chef des Mongols. C'est son grand-père qui a étendu le territoire des Mongols de l'Asie centrale jusqu'aux côtes de la Corée au XIIe siècle. Kubilai Khan était un fervent défenseur de la culture et de l'apprentissage. Il se considérait comme un bouddhiste, mais autorisait toutes les religions à être pratiquées dans son royaume. Il s'intéressait également au monde extérieur et était un fervent défenseur de la littérature. Marco Polo n'aurait pu rêver d'un meilleur hôte. Le Khan le nomma même envoyé permanent ou messager diplomatique. Et en tant qu'envoyé permanent du grand Khan, Marco Polo devint un double explorateur. Il est chargé de voyager jusqu'aux confins de l'Empire mongol afin de se familiariser avec les langues et les coutumes locales. Il revenait ensuite auprès de Kubilai Khan avec ses découvertes. Et Marco Polo a même été brièvement gouverneur de Yangzhou pendant 3 ans. Mais le problème, après avoir vécu avec les Mongols pendant près de 20 ans, c'est que le Khan ne voulait pas qu'il parte. Marco Polo, son père et son oncle ont dû trouver un plan pour s'échapper. Ils promirent d'escorter une princesse mongole jusqu'en Perse où elle devait épouser quelqu'un. Et avant leur départ, le Khan offrit au Polo une importante somme d'argent sous forme de bijoux. Et après un très long voyage, ils atteignent Venise en 1295. Mais au cours de leur voyage, Kubilai Khan meurt. Les Polos étaient partis depuis 24 ans, si longtemps que personne ne croyait qu'ils étaient bien ceux
qu'il prétendait être. Marco Polo a rapporté des informations sur l'Asie qu'aucun autre Européen n'avait jamais obtenues. Il a découvert des pratiques culturelles totalement étrangères au peuple italien. Il a même révélé l'utilisation de la monnaie fiduciaire ou la monnaie en forme de papier et du charbon comme combustible pour chauffer une maison. Il a décrit un pays exotique où régnait la richesse et la prospérité. Et l'une des choses les plus importantes en Chine étaient les épices. Et Marco Polo connaissait toutes les épices de Chine et leurs valeurs pour les Européens. Et des années plus tard, au XVe siècle, Christophe Colomb a trouvé une motivation dans les voyages de Marco Polo. Il s'est même inspiré de l'histoire de Marco Polo pour chercher une route vers la Chine pour le commerce des épices. Hiram Bingham. Hiram Bingham, troisième du nom, est l'homme à qui l'on doit la découverte du Machu Picchu. C'était un Américain né à Hawaï et qui a mené une vie d'universitaire et d'explorateur jusqu'à ce qu'il devienne gouverneur du Connecticut, puis sénateur américain. Et en 1808, Hiram a été délégué au premier congrès scientifique panaméricain. Et dans le cadre de ses fonctions, il s'est rendu au Chili et a été tellement émerveillé par les ruines anciennes qu'il est devenu complètement obsédé par l'histoire des Incas. C'est pourquoi, lorsqu'il est allé donner des cours à Yale, Hiram a convaincu l'université de financer une expédition conjointe avec les autorités péruviennes. L'objectif de cette expédition était de découvrir des sites incas perdus autour de Cusco, l'ancienne capitale inca. L'expédition a débuté en 1911 avec Hiram Bingham à sa tête. Il souhaitait découvrir une cité perdue quelque part dans les montagnes. Et lorsque le groupe est arrivé à Cusco, Hiram a rencontré Albert Giesecke de l'Université nationale de San Antonio Abad. Il apprend d'un agriculteur local que sur une crête, quelque part dans la vallée de l'Urubamba, se trouvent de vastes ruines qui n'ont jamais été vues par des étrangers. Et le 19 juillet, l'expédition d'Hiram quitte Cusco et descend dans la vallée sacrée. Il faut 4 jours pour atteindre la ferme de l'homme qui sait où se trouvent les ruines. Ils ont ensuite effectué une courte marche à travers la jungle jusqu'aux ruines de Machu Picchu qui n'ont pas été très difficiles à atteindre. Mais ce qui peut paraître très étonnant, c'est que Hiram Bingham n'a pas été impressionné par le site. Il était en réalité à la recherche des dernières capitales des Incas, Vitcos et Vilcabamba. L'équipe a abandonné Machu Picchu parce qu'en termes simples, elle a trouvé que c'était une énorme déception. Mais malgré cela, ils ont poursuivi leur voyage à travers la cordillère des Andes jusqu'à un sanctuaire inca appelé Nusta Hispana. Et un peu plus loin, ils ont trouvé les ruines de Vitcos. Aujourd'hui, ces deux sites sont visités quotidiennement par les touristes qui empruntent le sentier de Vilcabamba en pleine jungle pour se rendre au Machu Picchu. L'expédition se poursuit jusqu'à un endroit appelé Espiritu Pampa, mais à ce stade, les ruines deviennent de moins en moins impressionnantes. Hiram change alors d'avis et décide que Machu Picchu est probablement la grande cité qu'il recherche. Et il retourne aux États-Unis où il présente ses découvertes à l'université de Yale et à la National Geographic Society. Et celle-ci l'aidèrent à organiser 3 autres missions de fouilles et d'exploration du site. Et au cours des expéditions menées entre 1912 et 1915, environ 40 000 objets ont été retirés du Machu Picchu. Tout a été acheté, des céramiques aux momies, et ce n'est qu'en 2007 que de nombreux objets ont été restitués au Pérou par l'université de Yale. Bingham a même publié un livre intitulé Lost Cities of the Incas, ou les cités perdues des Incas. Et en 1948, le Pérou a même donné son nom à un train de luxe qui emmène les visiteurs de Cusco à la ville de Machu Picchu. Et bien que les fermiers de la région aient eu connaissance des ruines bien avant l'arrivée des Américains, Hiram a été le premier véritable archéologue à s'intéresser de près à l'endroit ainsi que d'y effectuer des fouilles. Les chasseurs de têtes. En 2017, l'explorateur Benedict Allen a fait un voyage dans les jungles de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a failli lui être fatal. Et juste pour avoir une petite idée sur le pays, il est l'un des moins explorés au monde, culturellement et géographiquement aussi. Il est connu pour abriter de nombreux groupes de populations non contactées, et les chercheurs pensent qu'il existe de nombreuses espèces de plantes et d'animaux qui n'ont toujours pas été découverts.
C'est aussi l'un des derniers endroits où le cannibalisme a été documenté et 5 tribus connues du territoire de Papouasie occidentale pratiquent le cannibalisme depuis des siècles. Et pour en revenir à Benedict Allen, il s'est enfoncé seul dans la jungle, à la recherche d'une tribu de chasseurs de têtes. Et pour ceux qui ne le savaient pas encore, on parle de chasseurs de têtes pour évoquer des groupes humains ayant pour coutume de conserver les têtes des personnes tuées dans ce but exclusif et pour qui cette pratique revêt un rôle culturel et social central. Il est tombé sur ces tribus de chasseurs de têtes 30 ans auparavant. Il s'est enfoncé dans la nature dense, sans téléphone ni GPS. Ensuite, personne n'a eu de nouvelles de lui pendant près de 3 semaines. Il essayait de tourner un documentaire, mais cela ne s'est pas vraiment passé comme prévu. La tribu que Benedict voulait filmer s'appelle les Yaifo. C'est lui qui les a découverts il y a plusieurs dizaines d'années et qui les a documentés pour la première fois pour le monde extérieur. Et personne, ou en tout cas personne du monde extérieur, ne les a revus depuis. Les Yaifo sont l'une des rares tribus à n'avoir aucun contact avec le reste du monde. Ils sont aussi isolés que possible et font toujours la guerre à des groupes rivaux dans les profondeurs de la jungle inexplorée. Benedict voulait voir si quelque chose avait changé au cours des 30 années qui s'étaient écoulées depuis qu'il les avait rencontrés pour la toute première fois dans la partie reculée de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais lorsque Benedict est parti à leur recherche, il s'est retrouvé bloqué en raison d'une guerre ou d'une bataille en cours entre 2 tribus. Il n'a pas pu se rendre là où il voulait aller, il a attrapé la malaria. Et comme si le paludisme ne suffisait pas, il a rapidement attrapé la dengue. Il n'a eu la vie sauve que grâce à sa traversée de la jungle jusqu'à une piste d'atterrissage où un pilote l'a vu depuis son avion. Et bien sûr, il n'a jamais pu documenter les chasseurs de têtes Yaifo. Mais on peut supposer qu'ils se cachent toujours quelque part et leurs origines et leurs traditions restent un mystère. C'est peut-être mieux ainsi pour leur propre bien et pour celui de Benedict aussi. La tablette du Brésil. Le plus grand canular oublié de l'archéologie a fait croire à certains que les Amériques n'ont pas été découvertes par Christophe Colomb. Si l'on en croit ces découvertes controversées, le Nouveau Monde a été découvert par un groupe d'explorateurs africains 200 ans avant Christophe Colomb. La seule preuve réelle de leur découverte est une mystérieuse tablette trouvée par un explorateur anglais 6 siècles après les faits. Et bien sûr, vous avez entendu des théories similaires selon lesquelles les Chinois, les Vikings, seraient arrivés en Amérique bien avant cela. Mais il est possible que les Africains aient été en Amérique bien avant Christophe Colomb. Mais commençons par le commencement. En 1310, un groupe d'explorateurs du royaume africain du Mali, dirigé par le roi Abou Bakari, s'embarque pour de nouvelles terres. On ne sait pas vraiment ce qu'il est advenu d'eux, mais ils sont partis avec une très grande flotte et ont traversé l'Atlantique. Ce voyage a ensuite été associé à une intrigante tablette découverte au Brésil et liée à un célèbre explorateur, peut-être le plus célèbre de tous, le fameux colonel Percy Fawcett. La figurine de basalte de 25 cm de haut a été offerte à Fawcett par un certain H. Rider Haggard, auteur de romans sur les trésors anciens et les races perdues telles que les mines du roi Salomon en 1885 et Elle en 1887. Fawcett a écrit Haggard l'a obtenue au Brésil et je crois fermement qu'elle provient de l'une des cités perdues. Mais quel que soit l'endroit où Haggard s'est procuré l'objet, il s'agit manifestement d'un faux. Fawcett l'a apporté au British Museum où, note-t-il, les experts ont été incapables de me dire quoi que ce soit sur l'origine de l'idole. Et si ce n'est pas un faux, m'a-t-on dit, c'est tout à fait au-delà de notre expérience. La tablette elle-même représente ce qui semble être un souverain africain avec une couronne africaine distincte. Dans les mains du souverain se trouve une tablette portant des caractères écrits et l'écriture n'a aucun sens et ne correspond à aucun système d'écriture que l'on trouve en Afrique ou partout ailleurs d'ailleurs. Fawcett a cherché à percer le secret de l'image de pierre en demandant à un médium de tenir la statue dans l'obscurité totale et de noter ses impressions. Le « psychométricien » a vu un grand continent entre l'Afrique et l'Amérique du Sud bien avant l'avènement de l'Égypte. Il y avait aussi des temples élaborés avec des colonnes magnifiquement sculptées et des processions de ceux qui ressemblent à des prêtres, y compris un grand prêtre ou un chef. L'idole est un faux, purement et simplement. On ne sait pas qui l'a créée et l'a transmise à Haggard. Il ne pouvait pas se douter qu'elle atterrirait sur un terrain aussi fertile que Percy Fawcett
l'incitant à entreprendre sa recherche infructueuse de l'Atlantide du Brésil. Et lorsque Fawcett est entré dans la légende, l'idole a fait de même avant d'être totalement considéré comme un faux et oublié. La fontaine de Jouvence. Au IVe siècle avant notre ère, Alexandre le Grand aurait rencontré une rivière paradisiaque. Le souverain macédonien pensait avoir découvert la fontaine de Jouvence. Et des légendes similaires apparaissent tout au long de l'histoire, du Japon à l'Angleterre. Et à l'époque de l'exploration, un homme était prêt à tout pour trouver la fontaine légendaire et il s'appelait Ponce de León. Il accompagne Christophe Colomb lors de son deuxième voyage vers le Nouveau Monde en 1493 et qui avait pour objectif principal d'établir une colonie sur l'île d'Hispaniola, aujourd'hui la République dominicaine et Haïti. Et près de 10 ans plus tard, en 1504, Ponce de León était en poste sur l'île d'Hispaniola. Il écrase une rébellion du peuple taïno local et en raison de sa brutalité, se voit confier le poste de gouverneur de la province. Ponce utilise des esclaves pour cultiver les terres et s'occuper du bétail. Et en 1508, il a été autorisé à coloniser San Juan Bautista, l'endroit que nous appelons aujourd'hui Porto Rico. Il fut le tout premier gouverneur de l'île, puis, en 1512, il est reparti en exploration. Il s'installe sur une île appelée Bimini, et l'année suivante, en 1513, il part avec un trio de navires et jette l'ancre sur la côte est de la Floride. Il débarque et entreprend un voyage à travers les Keys de Floride, et après quelques escarmouches avec les autochtones, l'explorateur fait demi-tour et retourne à Porto Rico. En chemin, il aurait découvert le Gulf Stream, ce qui lui aurait permis de trouver la route la plus rapide pour entrer en Europe en utilisant le vent du Gulf Stream. Mais vous êtes sûrement en train de vous interroger sur la fontaine de Jouvence. Mais ne vous inquiétez pas, je vais y venir. Mais parlons d'abord de la chute brutale de Ponce de León. 8 ans après son premier voyage en Floride, il y retourne et tente d'y établir une colonie. Et l'un des autochtones lui décoche alors une flèche et il meurt. C'était avant que l'on sache si la Floride était une île ou une péninsule. Et à ce jour, personne n'a jamais trouvé de vestiges archéologiques du dernier voyage de Ponce de León. Passons maintenant à la fontaine de Jouvence. Aucun document historique lié à Ponce de León ne mentionne la fontaine. Le nom de l'explorateur ou du conquistador n'est devenu synonyme de la fontaine légendaire qu'après sa mort en 1535. Ponce de León a été accusé d'avoir cherché la fontaine parce qu'il était impuissant. Les premiers historiens espagnols ont commencé à le traiter d'idiot et de faible. Et bientôt, des légendes se sont répandues en Europe et dans le Nouveau Monde, selon lesquelles Ponce était désespérément à la recherche d'une fontaine magique qui pourrait lui accorder l'immortalité. On dit qu'elle se trouve quelque part en Floride ou dans les Caraïbes, sur l'une des îles. Mais personne ne l'a jamais trouvée, ou du moins, s'ils l'ont trouvée, ils ne la partagent pas. La Livingstone. Il existe un monument célèbre dans la nation africaine du Burundi, appelé la Livingstone. Il marque l'endroit où 2 des premiers explorateurs européens en Afrique se sont rencontrés au XIXe siècle. Il s'agit du Dr David Livingstone et du célèbre Henry Morton Stanley. Ces 2 hommes sont à l'origine de certaines des premières découvertes les plus incroyables sur le continent africain. Mais bien évidemment, il s'agissait de découvertes seulement pour les colons européens. Livingstone était un missionnaire écossais né en 1813, à l'époque de l'âge d'or de l'exploration européenne. Il a effectué des excursions en Afrique centrale, découvrant des caractéristiques géologiques et géographiques telles que le lac Malawi et les chutes Victoria. Il a aussi lutté contre la traite des esclaves africains et a introduit le christianisme en Afrique centrale, que les habitants le veuillent ou non. Et bien qu'on lui attribue l'introduction du christianisme, on ne peut pas dire qu'il a converti énormément de monde. D'ailleurs, les archives montrent qu'il n'a converti qu'un seul chef de tribu, nommé Séchélé. Cependant, Séchélé s'est rapidement trouvé en désaccord avec la règle de la monogamie et a renoncé au christianisme. Alors lui, il avait le sens des priorités. Et en 1865, Livingstone disparaît sans laisser de traces. Et pendant près de 6 ans, le monde extérieur n'entendit plus parler de lui. Un autre explorateur décida de partir en mission de sauvetage. Sir Henry Morton Stanley, originaire du Pays de Galles, part à la recherche de Livingstone. Et il le retrouve en 1871 dans le royaume du Burundi, aujourd'hui disparu. Livingstone n'avait jamais été porté disparu. Il avait toujours su où il se trouvait.
Il avait même envoyé des lettres à son pays, mais n'était jamais arrivé à destination. Il s'est avéré qu'il avait été dépouillé de ses biens et qu'il était tombé gravement malade. Et lorsque Henry le retrouve, Livingstone réside chez les autochtones près du lac Tanganyika. Et lorsque les deux hommes se rencontrèrent, Henry prononça les mots très célèbres « Dr Livingstone, je présume ». Dr. Livingstone. I presume. Livingstone refuse de retourner en Europe. Il était déterminé à retrouver la source du Nil. Il poursuivit ses aventures à travers l'Afrique et mourut 2 ans plus tard, en 1873. Le monument Livingstone est une belle pierre commémorative de ses nombreux exploits en Afrique. L'Allemand et les cannibales. Hans Staden était un soldat allemand et un explorateur courageux qui s'est rendu en Amérique du Sud au XVIe siècle alors qu'il était un jeune homme désireux d'explorer de nouveaux mondes. Mais il s'est très vite retrouvé en très grande difficulté dans les jungles du Brésil. Et lorsqu'il a été capturé par le peuple Tupinamba au cours d'une expédition de chasse, miraculeusement, il a survécu à son emprisonnement et revint en Europe où il rédigea un récit de ce qui lui était arrivé. Staden affirmait que ce qu'il a trouvé dans la jungle était bien pire que ce qu'il aurait pu imaginer. Il a découvert un groupe isolé de cannibales dans la jungle et a échappé de justesse à la mort. Hans était un aventurier allemand typique, né en 1525 à Hambourg. Il a reçu une très bonne éducation et a bénéficié de toutes les opportunités qu'il aurait pu espérer. Et en 1547, il s'embarque sur un bateau pour le Brésil. Son premier voyage est bref. Il ne dure qu'un an environ. Il s'engagea pour un second voyage en 1549. Mais ce voyage fut un véritable désastre. Son bateau a coulé et il dut repartir par la terre avec les membres restants de l'équipage. Et il passe tellement de temps dans la jungle qu'il s'y habitue. Hans s'allie à un groupe de chasseurs portugais, mais alors qu'il se déplaçait dans la jungle en groupe de chasseurs, il rencontre un clan ennemi. Les Tupinamba ont alors capturé et ramené Hans dans leur village où ils prévoyaient de le manger le jour de la fête suivante. Cependant, Hans était un homme très intelligent. Selon son récit, il réussit à se sauver en devenant utile au chef. Il traduisait pour le chef lorsqu'il parlait avec des commerçants européens et l'avertissait de l'attaque imminente d'une tribu rivale. On raconte également que Hans a sauvé le chef d'une maladie et qu'il a ensuite attribué à Jésus le mérite de la guérison miraculeuse. Mais quel que soit le déroulement des événements dans la jungle, Hans est devenu l'ami des cannibales, et de nombreux voyageurs portugais ont tenté de négocier la liberté de Hans, mais le chef aimait bien l'avoir à ses côtés. Il réussit à s'enfuir comme un voleur dans la nuit, après avoir passé près de 5 ans au sein de la tribu. Il rentra chez lui sur un navire français en février 1555. Et dans le livre que Hans publia après son arrivée en Europe, il décrivit les activités cannibales dont il avait été témoin. Il donne de nombreux détails sur la façon dont les habitants de la jungle préparaient et mangeaient les prisonniers de guerre. Il décrit également comment les Tupinamba lui ont un jour offert une soupe très savoureuse, mais qu'après l'avoir terminée, Hans a trouvé des fragments d'os de petits crânes au fond du chaudron. Et bon appétit. El Mirador. El Mirador est complètement envahi par la jungle. Selon l'archéologue Richard Hansen, cette étonnante ruine a été abandonnée il y a 2000 ans par la civilisation maya. Elle abrite l'une des plus grandes pyramides de la planète. Mais hélas, elle ne figure pas sur la plupart des itinéraires touristiques. En effet, la cité perdue d'El Mirador se trouve au cœur de la forêt pluviale. Même à l'époque moderne, il faut des jours pour s'y rendre. 3 jours à partir de la fin de la route, en marchant dans des marais de boue, tout en étant dévoré vivant par les moustiques. Le berceau de la civilisation maya est El Mirador, en plein cœur de la jungle guatémaltèque. Le bassin du Mirador abrite d'autres cités perdues, notamment Tintal et Nakbe, qui comptent tous deux parmi les plus anciennes colonies mayas construites jusqu'à l'an 1000 avant l'ère commune. Les archéologues ont même mis au jour des ruines de routes anciennes sur des kilomètres dans la jungle. Ils considèrent la route enterrée ici comme l'un des plus grands systèmes d'autoroutes du monde, bien qu'elle ait été construite il y a plus de 3000 ans. Et après que les Mayas l'aient abandonnée, juste aux environs de l'an 0, donc la naissance du Christ, plus personne n'a essayé de vivre dans la région pendant 2 millénaires. La nature a rongé les ruines d'El Mirador et de ses villes-sœurs, et on estime à 200 000 le nombre de personnes qui y vivaient avant qu'elles ne soient détruites.
La pyramide de la Danta, étonnamment intacte, s'élève à 70 mètres au-dessus du sol de la jungle et n'est pas aussi haute que la grande pyramide de Gizeh, mais elle est plus grande en volume. Et l'ensemble de la région était probablement constitué de villes interconnectées dont la population totale s'élevait à plus d'1 million d'habitants. Et en raison de son éloignement, El Mirador n'a pratiquement pas été étudié. Et les chercheurs pensent que c'est là que les Mayas ont commencé à évoluer en tant que civilisation. Mais ça reste un endroit extrêmement difficile à étudier. Et les archéologues ont même dû engager des gardes pour éviter les pillages pendant qu'ils étaient à El Mirador. À Amerigo Vespucci. Vous vous êtes déjà demandé d'où venait le nom de l'Amérique? Si Christophe Colomb a découvert les Amériques avant tout le monde, pourquoi les deux continents portent-ils le nom d'un autre gars? Pourquoi ne s'agit-il pas de la terre de Christophe Colomb par exemple? Eh bien c'est parce que les Amériques portent le nom d'Amerigo Vespucci. Amerigo est né en 1454 en pleine Renaissance italienne. Il était issu d'une famille importante de Florence et avait des liens étroits avec la famille Médicis. Son père faisait partie du gouvernement et son oncle était un frère dominicain. Et au début de sa carrière, Amerigo a travaillé comme banquier, mais il s'est vite ennuyé et a décidé de devenir un aventurier. On pense qu'il a rencontré Christophe Colomb en 1496, 4 ans après le célèbre voyage de Christophe Colomb en 1492. Amerigo a aidé Christophe Colomb à se préparer à sa prochaine grande aventure. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à faire ce que vous voulez. Amerigo n'est devenu explorateur qu'à l'âge de 40 ans. Il a fait un voyage en Inde en tant qu'astronome et cartographe du navire. Et en 1499, il a quitté l'Espagne alors qu'il cherchait l'Inde et ils sont arrivés en Amérique du Sud et pensaient débarquer en Asie. L'équipage explore les côtes du Brésil et du Venezuela. C'était une période passionnante pour Amerigo car il a cartographié les constellations. Et il a été choqué de voir à quel point elles étaient différentes des constellations qu'il voyait depuis l'Europe. Il a répertorié de nouveaux types de flore et de faune et l'équipage a rencontré des tribus indigènes et Amerigo a cru qu'il cartographiait le Gange alors qu'il s'agissait en réalité de l'Amazone. Et en parlant plus tard de son voyage, Amerigo a dit qu'il a vu un nombre tellement infini d'oiseaux et d'arbres qu'il pensait être au paradis sur Terre. En 1507, le cartographe allemand Martin Waldsee-Müller dessine une carte du continent sud-américain nouvellement identifié. Il le nomme Americus en l'honneur d'Amerigo Vespucci et c'est de là que vient le terme America. Torre Majorana. En 1906 est né l'un des physiciens les plus doués de l'histoire de l'Italie. Il a fréquenté certains des plus grands esprits de son époque, comme Enrico Fermi à Rome dans les années 1930. Fermi, bien sûr, est l'homme qui a construit le premier réacteur nucléaire de l'histoire. Et en 1938, Majorana a disparu dans des circonstances très mystérieuses. Les premières recherches de Majorana ont conduit au développement de la spectroscopie par radiofréquence. Il publiait également des articles scientifiques sur la théorie relativiste des particules et le spectre de masse des particules élémentaires. Il se consacrait alors à des travaux scientifiques très poussés. Il a été le premier à identifier le neutron. On a conseillé à Majorana d'écrire un article sur le neutron, mais il a choisi de ne pas le faire. Plus tard, durant la même année, le scientifique James Chadwick a écrit un article sur le neutron et a reçu le prix Nobel. Majorana, bien que sans doute plus brillant que beaucoup d'autres scientifiques, n'a jamais cherché à être reconnu pour son travail. En fait, il a souvent dit que la physique était banale. Et le dernier article académique qu'il a publié date de 1937 et traitait de la théorie symétrique des électrons et des positrons. Au cours de ses dernières années de recherche, il a découvert des antiparticules qu'il considérait comme la masse manquante dans l'univers. Les travaux théoriques de Majorana portaient sur les secrets encore inconnus de la matière noire. Et ce qui s'est passé ensuite est très étrange. Majorana a retiré tout l'argent qu'il possédait de sa banque et s'est rendu de Naples à Palerme. Le 25 mars 1938, Majorana a acheté un billet de retour à Palerme avec l'intention manifeste de retourner à Naples. Mais il n'est jamais monté à bord de ce navire. On ne l'a jamais revu et on ne sait toujours pas ce qu'il est devenu. La seule chose que l'on sait, c'est que Majorana a disparu volontairement.
Le jour de sa disparition, il a envoyé une note à son ami Antonio Carelli de l'Institut de physique de Naples. La note indique que Majorana a pris une décision très difficile, mais inévitable. Il admettait avoir été égoïste et demandait pardon pour ce qui allait suivre. Cette affaire est restée non résolue pendant des décennies et elle a été réouverte pour la dernière fois en 2011. Et en 2015, le bureau du procureur de Rome a affirmé que Majorana était vivant au moins jusqu'en 1959 et qu'il vivait même au Venezuela. L'affaire a ensuite été officiellement classée. Mais pourquoi a-t-il disparu? La théorie la plus répandue est que les recherches de Majorana en physique théorique avaient révélé quelque chose qu'il ne voulait pas que l'on sache. Quoi qu'il en soit, cela a dû être terrifiant. Et certains sont quasi convaincus que cela avait quelque chose à voir avec les armes atomiques. Le géologue disparu. Un scientifique a disparu quelque part dans le désert de l'Arizona. Il s'appelait Daniel Robinson et est disparu depuis 2021. Beaucoup craignent que Daniel ne soit mort, mais la vérité est que personne ne sait ce qui s'est passé. Le 23 juin 2021, Daniel a brusquement quitté son lieu de travail dans le désert où il effectuait ses recherches. Daniel était un géologue qui avait obtenu son diplôme en 2019. Il s'est installé à Phoenix pour pouvoir travailler dans son domaine de prédilection. Et il n'avait que 24 ans et toute la vie devant lui. Mais en ce jour fatidique de juin, il a quitté son lieu de travail et est parti sans dire à personne où il allait ni ce qu'il allait faire. Mais qu'est-ce que Daniel a trouvé dans le désert qui l'a poussé à s'enfuir si précipitamment? Peut-être n'a-t-il rien trouvé, ou peut-être a-t-il vu quelque chose qui l'a vraiment effrayé. Mais peut-être aussi que Daniel voulait tout simplement faire une pause et se promener en voiture. Mais un mois après sa disparition, sa Jeep a été retrouvée renversée sur le côté dans un ravin. Les airbags étaient déployés, ce qui laisse supposer que le conducteur portait sa ceinture de sécurité au moment de l'accident. Et si Daniel a eu un accident et qu'il est parti à la recherche d'aide, il n'a rien emporté d'important. Son portefeuille, son téléphone portable et ses clés ont tous été retrouvés à l'intérieur du véhicule. Mais bizarrement, il n'y avait aucune trace de lui. L'endroit où il s'est écrasé est vraiment bizarre pour un accident de voiture. Il avait tout le désert à sa disposition, sans le moindre problème de circulation. Pourtant, il a réussi à rouler dans un ravin. Il n'y avait pas de sang sur le lieu de l'accident, ni de signes de blessure, donc, à moins que ce ne soit des lésions internes, il n'a vraisemblablement rien subi de grave durant l'accident. Et fin juillet, un crâne humain a été retrouvé près de l'endroit où la voiture de Robinson avait été abandonnée. Son ADN a été testé, mais il ne correspondait pas à celui de Daniel Robinson. La police de Buckeye, en Arizona, a déclaré avoir effectué des recherches sur plus de 70 km² à l'aide de chiens et d'hélicoptères spécialisés dans la recherche de cadavres. Mais rien n'a été trouvé. Et en novembre 2021, une deuxième série de restes humains a été découverte. Ils ont également été soumis à des tests ADN et qui se sont encore une fois révélés négatifs. Tous ces corps ont été retrouvés dans le désert, mais aucun n'appartenait à Daniel Robinson. Et on ne sait toujours pas où il se trouve. Vladimir Alexandrov. Dans les années 80, le scientifique soviétique Vladimir Alexandrov a disparu sans laisser de traces. Il a passé ses 3 derniers jours à se saouler la gueule en Espagne, puis s'est évaporé dans la nature. Cette disparition n'aurait pas été aussi mystérieuse si Vladimir n'avait pas été le génie à l'origine du modèle mathématique de la théorie de l'hiver nucléaire. Selon des documents du FBI, Vladimir était spécialisé dans l'informatique, la dynamique des gaz, la mécanique des plasmas et la physique informatique. Et dans les années 70, il a été envoyé travailler aux États-Unis dans le cadre d'un accord d'échange entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et cela lui a permis d'accéder au superordinateur Cray One, extrêmement puissant pour l'époque. Aujourd'hui, même une Apple Watch est plus performante, et ce n'est pas une blague. En 1983, il commence à travailler sur des modèles de ce qui se passerait en cas d'hiver nucléaire. Vladimir a ensuite détaillé l'horreur de ce qui pourrait théoriquement se produire en cas de guerre nucléaire totale entre des superpuissances. Son hypothèse est toujours d'actualité d'ailleurs.
En gros, il a compris que si les États commencent à se balancer des armes nucléaires, le monde plongera dans un hiver sombre, très sombre. La température chutera et tout mourra et la planète restera stérile. Personne ne sait ce qu'il est advenu de Vladimir, si ce n'est qu'il a disparu en Espagne peu de temps après avoir élaboré la théorie de l'hiver nucléaire. On a suggéré que les soviétiques craignaient qu'il ne devienne un peu trop convivial avec ses homologues américains. Et il a également été dit que son travail sur le superordinateur pour détailler l'hiver nucléaire était trop embarrassant pour l'Union soviétique. Il l'aurait fait disparaître pour qu'il ne continue pas à donner une mauvaise image de la Russie. Mais ça ne reste qu'une théorie. D'autres disent qu'il aurait craint des représailles de la part de l'Union soviétique et qu'il aurait disparu volontairement. Mais quoi qu'il en soit, c'est très certainement la disparition la plus intrigante d'un éminent scientifique de la guerre froide. Les visiteurs de l'île North Sentinel. Le 17 novembre 2018 a vu le missionnaire américain John Allen Chau tenter d'apporter la parole de Dieu à la tribu isolée qui vit sur l'île de Sentinel. Il a payé environ 300 $ pour être introduit clandestinement sur l'île par un groupe de 5 pêcheurs. Mais à peine a-t-il posé le pied sur le rivage qu'il est abattu d'une volée de flèches. John n'était pas le premier explorateur malheureux à regretter d'avoir posé le pied sur l'île de North Sentinel, car presque toutes les rencontres avec la tribu au cours des derniers siècles se sont soldées par un désastre. En 1881 par exemple, un cargo nommé Primrose s'est échoué sur un récif corallien près de l'île Sentinel avec 28 membres d'équipage à bord. Coincés dans le récif et sans possibilité d'en sortir, ils ont d'abord cru être sauvés lorsqu'un groupe a émergé de l'épaisse jungle de l'île. Cependant, ces sauveteurs brandissaient des arcs, des flèches et des lances. Ils étaient tous nus et l'équipage a assisté impuissant à l'embarquement des habitants de l'île sur des bateaux en bois rudimentaires. Le capitaine envoie un message radio au quartier général de Hong Kong déclarant qu'il semble que les membres de la tribu soient sur le point d'aborder leur navire. Et l'équipage sera finalement sauvé par un bateau de la marine indienne. Mais la situation était déjà stressante, la tribu tirant des flèches depuis le rivage. Et 10 ans plus tôt, en 1974, une équipe du National Geographic avait tenté de tourner un documentaire sur l'île. L'un d'entre eux a été blessé par une flèche, ce qui a entraîné leur départ précipité. Et en 2006, 2 hommes à la recherche d'une cargaison à la dérive ont accidentellement rencontré les habitants de l'île North Sentinel. Malheureusement pour eux, les habitants de l'île les ont tués, découpés en morceaux et exposé leurs corps sur des poteaux de bambou comme des épouvantails. Mais pourquoi les habitants de cette île sont-ils si hostiles aux étrangers? La réponse est assez simple. En 1857, l'île de North Sentinel et les îles environnantes de l'archipel d'Andaman sont devenues une colonie britannique permanente. Cette année-là, les Andaman comptaient environ 5000 membres de tribus, mais en 1931, il n'en restait plus que 460. Les explorateurs britanniques et les marchands d'esclaves avaient pratiquement éradiqué la population locale, ce qui a conduit à l'hostilité actuelle des Sentinelais à l'égard des étrangers. La tribu vit sur l'île depuis environ 30 000 ans et la politique actuelle du gouvernement indien est en gros foutez-leur la paix. Percy Fawcett. Percy Fawcett était le véritable Indiana Jones, l'explorateur légendaire qui a disparu dans la jungle amazonienne en 1925. À ce jour, personne ne sait ce qu'il est advenu de lui. Peut-être a-t-il été tué par une tribu cannibale, ou peut-être a-t-il été dévoré par un anaconda géant. La disparition de Percy Fawcett est l'histoire la plus épique d'une exploration qui a mal tourné de mémoire d'homme. Tout a commencé en 1906, lorsque Percy s'est aventuré dans les territoires inexplorés du Brésil et de la Bolivie. Il échappe de peu à la mort aux mains de vipères venimeuses, tout en se heurtant à des tribus autochtones hostiles qui n'avaient jamais vu de blanc auparavant. Ses exploits sont tellement inédits qu'il reçoit même une médaille de la Royal Geographical Society. Et en 1912, le légendaire Sir Arthur Conan Doyle a écrit Le Monde perdu, basé en partie sur les exploits de Percy Fawcett. Et en 1925, Percy lance sa dernière expédition dans la jungle amazonienne à la recherche d'une cité perdue qu'il appelle Z.
Percy était entré en possession d'une mystérieuse note écrite par des chasseurs de trésors portugais en 1753. Cette note affirmait que quelque part dans la jungle se trouvait une gigantesque métropole remplie à ras-bord de reliques d'or. Percy est déterminé à trouver la cité perdue qu'il appelle Z et lance 2 expéditions dans les années 20, chaque fois chassé de la jungle par la fièvre et des situations de mort imminente. L'expédition de 1925 sera la dernière hélas. Percy s'est rendu dans la jungle avec son meilleur ami, Riley Rimmel et son fils Jack. Aucun d'entre eux n'a jamais été revu. Et ce, malgré d'innombrables voyages à la recherche de leur reste. Et pas plus tard qu'en 1996, l'aventurier James Lynch a été capturé par une tribu amazonienne alors qu'il tentait de retrouver les restes de Percy. Et aussi triste soit-elle, cette fin romanesque a encore plus cimenté la légende de Percy Fawcett comme l'un des plus grands aventuriers de l'histoire. Peng Jiamu. Peng Jiamu était un scientifique chinois qui a étudié la biologie à l'Université centrale de Chine. Et alors qu'il est encore très jeune, il est devenu l'un des scientifiques les plus respectés du pays. Il était obsédé par les secrets du monde naturel et de l'histoire ancienne. Son obsession l'a conduit aux confins sauvages de la Chine, où il a disparu sans laisser de traces. En 1956, Peng Jiamu a dirigé une expédition de scientifiques dans la province reculée du Xinjiang, au nord de la Chine. Ils ont été parmi les premiers chercheurs à étudier ce désert inhospitalier. Le travail s'est poursuivi pendant des années et les découvertes de Peng lui ont valu le poste de vice-président de l'Académie chinoise des sciences. Et l'année suivant sa promotion, le désastre frappe. Peng est alors en train d'étudier le désert de l'Op, un endroit si ancien que personne n'en connaît véritablement l'histoire. Il s'agissait autrefois d'une étape sur la légendaire route de la soie. Un immense lac salé, appelé l'Op Noor, recouvrait la région, et il était parsemé d'oasis et de villages de pêcheurs. Et dans le passé, le Lop Noor était connu sous le nom de lac errant, car les habitants croyaient qu'il changeait constamment de position. Le lac s'éloignait de plus en plus jusqu'à ce que les communautés qui dépendaient de son eau soient laissées à l'abandon. C'était il y a quelques siècles, et depuis lors, les habitants sont partis et leur histoire a été perdue. Aujourd'hui, le désert de l'Op est un très mystérieux paysage aride, largement épargné par l'archéologie et parsemé de tombes et de cimetières préservés datant de l'âge du bronze. Des momies sont enterrées dans le sable et quelque part se trouve probablement le corps de Peng Jiamu, qui se transforme lentement en momie naturelle. Et lors de sa dernière expédition, en 1980, son équipe a connu de grandes difficultés. Leur véhicule avait du mal à se frayer un chemin sur le terrain accidenté du désert de l'Op, et ils craignaient de manquer de nourriture et d'eau. Et 5 jours après le début de l'expédition, Peng s'est égaré seul dans le vide de la grande étendue sablonneuse et on ne l'a jamais revu. Dr Ning Li. En 1999, des articles parus dans des publications scientifiques du monde entier ont rendu hommage à une physicienne, le Dr Ning Li. Cette physicienne avait fait des percées spectaculaires dans sa quête révolutionnaire de la compréhension de l'antigravité. Le Dr Li était censé avoir trouvé le moyen de créer une véritable machine antigravité, ce qui n'a été envisagé jusque-là que dans la science-fiction. Et en octobre de l'année suivante, Ning Li avait disparu sans laisser de traces. Et 23 ans se sont écoulés depuis la disparition du Dr Li, et aucun autre scientifique n'a apparemment été capable de recréer les travaux du Dr Li ou de les poursuivre. Pour certains, ce serait son invention géniale, qui n'a d'ailleurs jamais été prouvée, qui n'a jamais vu le jour, qui lui aurait attiré les foudres de certaines personnes, lesquelles, on ne sait pas. Et selon Jonathan Campbell, l'un des anciens associés du Dr Li, l'appareil était 100% réel. Jonathan est un scientifique du Marshall Space Flight Center de la NASA, quand même. Et selon lui, l'appareil de Li ne modifiait pas nécessairement la gravité, mais était capable de produire un champ semblable à la gravité. Un tel champ pourrait être utilisé pour attirer ou repousser, quelque part comme un champ magnétique. Et dans la pratique, un tel dispositif pourrait envoyer un champ antigravité à la Station spatiale internationale, la protégeant ainsi des météores et autres débris.
Et en 1999, Ning Lee a quitté l'université d'Alabama pour créer sa propre entreprise, AC Gravity. Le ministère américain de la Défense lui a initialement accordé une subvention d'environ 500 000 $ pour mener des recherches sur la technologie antigravitationnelle. Mais personne ne sait ce qu'il en est advenu. Les résultats des recherches n'ont jamais été publiés ni rendus publics. On n'a plus entendu parler publiquement du Dr Lee jusqu'à sa mort soudaine. Et sa disparition n'est pas passée inaperçue non plus. En 2004, le journaliste Tim Ventura a tenté de la retrouver. Quelqu'un lisait les courriels qu'il lui adressait, mais personne n'a jamais répondu. En 2008, il a été rapporté que Lee avait abandonné son projet aux États-Unis et s'était installé en Chine pour y poursuivre son travail. Mais en toute honnêteté, la vérité n'est pas vraiment claire. Selon sa page Wikipédia, Ning Lee a été renversé par une voiture en 2014. Son mari a vu l'accident et est mort d'une crise cardiaque l'année suivante. Ning Lee a subi des lésions cérébrales permanentes qui ont entraîné une maladie d'Alzheimer immédiate. Elle est restée quasiment végétative jusqu'à sa mort en 2021. Granger Taylor. Par une nuit orageuse de novembre 1980, un Canadien de 32 ans, Granger Taylor, a disparu de la surface de la planète. Taylor a laissé une note à ses parents disant qu'il était sur le point de monter à bord d'un vaisseau spatial. Il avait fait des rêves récurrents dans lesquels des extraterrestres lui disaient qu'il devait les rejoindre pour un voyage interstellaire de 42 mois dans l'immensité de l'espace. En tout cas, selon ce qu'il a raconté dans sa lettre. Et donc voici l'histoire d'un homme qui croyait avoir été choisi par une race d'êtres intergalactiques pour quitter la Terre. Mais Taylor était-il vraiment fou, ou n'était-ce qu'une ruse de sa part, ou était-il un génie de la mécanique incompris qui s'est évanoui dans ses propres illusions? Personne n'a jamais pu répondre à cette question. Sa famille et ses amis l'ont décrit comme un véritable génie. Il était capable de travailler sur n'importe quelle machine, même de reconstruire un avion de la Seconde Guerre mondiale. Il avait même restauré la locomotive d'un vieux train qu'il avait trouvé abandonné dans la forêt où il vivait sur l'île de Vancouver. Il était également obsédé par les extraterrestres et s'est construit une réplique de vaisseau spatial à partir de pièces qu'il avait trouvées dans la décharge locale. Et 6 ans après sa disparition, des ouvriers forestiers ont enfin découvert son véhicule abandonné dans les bois, et une explosion très évidente l'avait détruit. Quelques fragments d'os humains ont été retrouvés, ainsi que des vêtements, mais aucun corps complet n'a jamais été découvert. La police a déterminé que Taylor était probablement mort dans l'explosion causée par les bâtons de dynamite. Mais en l'absence de corps, il est impossible de se prononcer. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il a probablement connu une fin pas très joyeuse. Et ces artefacts découverts contredisent la chronologie historique et laissent les scientifiques perplexes. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.